voici ce que j'ai préparé pour introduire pas Didier, mais plutôt le sujet qu'il va nous présenter ce soir. Et voici ce que je vous propose. L'histoire a montré à plusieurs reprises qu'après chaque crise importante, le monde d'après n'était plus le même. Au début du siècle dernier, d'ailleurs, Paul Valéry ne disait-il pas déjà « Le futur n'est plus ce qu'il était ». C'est une de mes maximes préférées, celle-là, franchement. Hein. Alors, Didier pense qu'il en sera de même après la crise du Covid-19. Le monde ne sera plus le même. Voici quelques questions que j'ai en tête, que nous pourrions avoir en tête, que nous pourrions lui poser, et pour lesquelles, soyons-en persuadés, il nous proposera sinon des réponses, mais au moins son point de vue, éclairé bien entendu, son interprétation, ainsi que des pistes à suivre. Alors, cher Didier, voici quelques questions. À quoi pourrait ressembler le nouveau normal? Quelles pourraient en être les tendances lourdes? Les anglo-saxons disent megatrends. D'ailleurs, existera-t-il un nouveau normal? Autrement dit, est-ce qu'on va passer d'un ancien stable vers un nouveau stable, ou au contraire, il n'existera pas de nouveau normal et les entreprises devront sans doute se préparer à une forme de changement continu? Et aujourd'hui, vous savez bien tous qu'on parle d'un monde VUCA, versatile, complexe, incertain avec le U en anglais, et ambigu. Et donc, quelles sont les entreprises qui pourraient être particulièrement impactées par les tendances lourdes du nouveau monde? Comment pourraient-elles profiter du chaos? Et moi, j'ajoute d'ailleurs un petit peu réel ou apparent pour trouver des opportunités, définir des stratégies et promouvoir une dynamique de résilience. Le cœur de la proposition, cher Didier, est d'organiser et de développer les entreprises autour du concept de symbiocratie et du leadership symbiocratique. À vous, cher Didier, nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt et peut-être bien même aussi un certain sens critique. Merci d'avance. Bon amusement. Et je compte aussi sur votre sens de l'humour. Bien, merci infiniment. Avant d'afficher le keynote, je vais donc me présenter en quelques minutes. J'ai un parcours complètement atypique. J'ai une formation de base d'architecte d'intérieur. Et puis, de là, je me suis intéressé à tout ce qui était communication, marketing, photo, imprimerie. J'ai fait du management, j'ai fait de la vente, j'ai fait de la négociation, etc. Et puis, un beau jour, j'ai travaillé dans un cabinet qui travaillait, eux, pour L'Oréal. Et je me suis aperçu qu'en fait, alors c'était l'époque où le marketing était à la pointe et on dépensait des millions, si ce n'est des milliards en marketing sur les produits. Et j'ai vu à côté des gens en train de mourir de stress ou de peur, je ne sais pas. Et j'ai pris conscience qu'il y avait toute une dimension humaine qui, à mon avis, était en train de mourir dans les entreprises, alors qu'en fait, c'était des richesses. Et puis de là, je me suis intéressé à la psychologie, je me suis intéressé à ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences molles, les sciences humaines. Et puis évidemment, le hasard n'existe pas, donc il a mis sur ma route un neurologue avec lequel j'ai écrit un premier livre sur les richesses économiques du cerveau. J'ai travaillé sur toutes les neurosciences. Je vous parle de ça, c'était quand même dans les années 90, donc j'étais un petit peu en avance, et quand j'en parlais, on se demandait si j'avais fumé la moquette. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé aussi à d'autres techniques, et je fais partie des curieux, donc chaque année, je fais des formations spécifiques. De plus en plus, je me rapproche d'un autre monde qui est le quantique, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on a plein de solutions là-dedans, même s'il y a des gens que ça fait encore beaucoup rire, mais je vois notamment avec les hôpitaux ou les médecins qui s'intéressent à la médecine quantique des résultats qui sont assez incroyables. Donc, et je fais toujours le lien, en fait, avec l'entreprise, avec les humains. Et ma première question, quand j'ai commencé à travailler avec Philippe Laurent, qui est docteur en neurologie,
c'est que lui me parlait d'une méthode qu'il avait développée à partir de l'hypnose ericksonienne pour aider les gens qui avaient eu des accidents cérébrovasculaires. Et moi, ma question, c'était de lui dire, et si on n'a pas eu d'accident cérébral vasculaire, est-ce qu'on peut profiter de ta méthode pour développer des potentiels? En fait, c'est un peu de là que tout est parti. Et on a monté une première formation que, lorsque j'étais en France, on a développé pour le Centre des jeunes dirigeants de Picardie notamment, et avec lequel on a eu pas mal de succès. Puis de fil en aiguille, donc on a sorti ce livre. Ce livre a été édité par un éditeur au Canada, au Québec exactement, qui m'a fait venir pour faire des conférences et pour le lancement du livre. De fil en aiguille, on m'a proposé un job là-bas et hop, je suis parti au Canada, au Québec, avec mes enfants. J'y suis resté 20 ans, pendant lequel j'ai travaillé pour un certain nombre d'entreprises. Ça demande à se repositionner parce qu'on parle français, mais les mots n'ont pas la même valeur, on ne fonctionne pas de la même façon, on n'a pas le même état d'esprit. Donc ça oblige à une gymnastique cérébrale, mais comme le cerveau est plastique, on est normalement capable de s'adapter à tout. Et à partir de là, à la suite de la demande d'un client qui se posait des questions sur la notion de leadership, sur les différences de leadership entre les X, les Y, les Z, les baby boomers, etc. J'ai donc participé, enfin j'ai créé toute une étude qu'on a fait avec différents scientifiques pour savoir justement c'était quoi le leadership, et on en est arrivé tranquillement pas vite, comme diraient les Québécois, à cette notion de symbiocratie, et de s'apercevoir qu'en fait, la symbiose et le vrai leadership, ça se ressemble quand même énormément. Et donc, j'ai créé cette notion de symbiocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la symbiose, dans le sens du mot kratos, le grec, c'est-à-dire le pouvoir que l'on donne. Et plus je donne du pouvoir, plus on me donne du pouvoir. Donc, il y a une dynamique systémique à l'intérieur de ce mot-là, et que j'ai rajouté à symbiose, et ça a donné la symbiocratie. Et c'est né sur le coin d'une table en buvant une bière avec des jeunes Québécois, français, et puisqu'il y a 170 nationalités sur Montréal, on a fondé ce qu'on a appelé la symbiocratie. Voilà. En gros, mon parcours assez brièvement expliqué. Alors, j'ai travaillé pour plein de sociétés. J'ai formé des milliers de vendeurs et de négociateurs. J'ai développé une méthode de vente que j'ai réadaptée maintenant par rapport au digital. Cette méthode qu'on a appelée psychologie de la négociation, en fait, j'ai formé plein de vendeurs dans les banques, dans les assurances, et ça m'a valu aussi, bien que je n'ai pas essentiellement de doctorat, d'être maître de conférence à l'École nationale d'administration, où j'ai appris encore énormément de choses sur le fonctionnement de la France. Ça m'a un peu poussé à partir d'ailleurs au Canada. Et voilà, j'ai eu plein d'expériences extraordinaires, j'ai rencontré des gens merveilleux. Et grâce à ça, eh ben, je suis là ce soir pour vous livrer un peu l'ensemble de mes travaux sous forme d'une synthèse. Et puis, je vais présenter ça relativement rapidement parce que je pourrais rester des heures. Un, parce que je suis un passionné. Deux, c'est parce que j'ai une particularité aussi. Je suis ce qu'on appelle un zèbre ou un HPE, c'est-à-dire un haut potentiel émotionnel. J'ai été détecté assez jeune. Et donc, je m'intéresse à des milliers de sujets. Et j'ai cette faculté, cette particularité à pouvoir rassembler des sujets très disparates qui me permettent de créer des choses nouvelles. Alors, parfois, il y a des gens qui y croient, qui veulent y aller, qui s'engagent dedans. Et puis, il y a des gens qui disent, oh là là, attention, du quantique en entreprise, jamais de la vie. Et il y en a d'autres qui disent, pourquoi pas. Et vous allez voir que, en fait, les gens qui disent aujourd'hui, pourquoi pas, ou les gens qui disent, oui, je vais y aller, ce sont peut-être ceux qui vont rebondir maintenant. Je ne dis pas demain, hein, je dis maintenant parce que c'est maintenant que le choc a lieu. Il y a un choc traumatique énorme à l'heure actuelle sur l'ensemble des pays qui sont touchés par la Covid. Beaucoup de gens ne l'expriment pas, se bourrent d'antidépresseurs. Je crois que la consommation d'antidépresseurs a quasiment doublé en Europe ces derniers temps. Les services de psychiatrie, de psychologie sont pleins à craquer, surtout aussi les services de psychologie et de psychiatrie pour les enfants, pour les adolescents. Donc, on est vraiment en plein dans un choc émotionnel très, très fort. Et comme le dit Boris Cyrulnik, qu'on le reverra tout à l'heure, après chaque choc de cette importance-là, ça ne redémarre jamais comme avant. Donc, le mot « c'était mieux avant », vous pouvez le rayer de votre vocabulaire et concevoir que vous n'aurez aucun problème
mais vraiment aucun problème à vous adapter à ce qui arrive aujourd'hui et de ce qui va se passer demain. Bien sûr, ça pourra passer par des douleurs, mais il y a un certain nombre d'exercices, un certain nombre de choses à faire pour pouvoir passer à autre chose. Alors, évidemment, Michel, tu m'as gentiment posé des questions auxquelles je vais répondre en même temps dans ma présentation et je vais donc tout de suite partager l'écran sous cette forme-là, de telle sorte que vous ayez une vision. Donc, voilà, je prends cette forme-là parce que technologiquement, c'est la plus simple et c'est celle qui me permet d'interagir sur les slides. Et donc, il y avait une question qu'on m'avait aussi posée, c'est faut-il réinventer les organisations? Ben, en fait, le problème qui est derrière ça, c'est est-ce qu'on passe en résilience ou est-ce qu'on passe en résistance? Si on passe en résistance et qu'on veut garder nos réflexes d'avant, nos organisations d'avant, nos structures d'avant, nos process d'avant, vous allez souffrir énormément parce que quand le monde change à l'extérieur, eh bien, si on ne s'adapte pas au monde qui change à l'extérieur, vous allez avoir à un moment donné plus qu'un chaos, vous allez avoir des cassures, des brisures, parce que vous ne serez pas équipé pour pouvoir vous adapter à ce monde. Alors, moi, je dis, c'est la résilience aujourd'hui, la réponse pour les entreprises, c'est de passer en résilience. Mais c'est quoi la résilience? C'est passer en renaissance ou passer en créativité? C'est la même question qu'avant quasiment. Eh bien, on va faire les deux en même temps. C'est-à-dire que la résilience, c'est vraiment la capacité d'une personne et d'une organisation à transcender une situation difficile et à se développer en même temps. Donc, ce n'est pas un problème de process, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de process, de technologie et de mental. Et la technologie, vous savez comme moi que tous les 8 jours ou tous les 15 jours, il y a des nouveaux trucs qui sortent. Ça veut dire qu'il faut s'adapter en permanence. Les trois vont ensemble, l'homme et la machine, et non pas croire, et il y a beaucoup de sociétés qui investissent en ce moment énormément sur la technologie, mais qui ne préparent pas leurs troupes, les humains, à cette évolution mentale qui est en train de s'opérer. Et donc, ça va faire un petit peu ce qui s'est passé. Moi, j'étais encore très jeune lorsque Word et Excel sont arrivés. Eh ben, il y a des gens qui ont bugué. Et puis, comme il y avait en plus des virus, sans faire de jeu de mots par rapport à la situation actuelle, tous les 15 jours, eh bien, les gens laissaient tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés mentalement, parce que les méthodes pédagogiques qui ont été utilisées n'étaient pas les bonnes, et parce qu'on croyait que les gens allaient pouvoir s'adapter sans problème à une nouvelle façon de faire. Ce n'est pas que les logiciels étaient mal foutus, c'est qu'il fallait penser autrement, utiliser ses mains autrement, avoir un cerveau qui fonctionne différemment. Alors, pour rentrer en résilience, il y a un certain nombre de capacités, de facteurs humains, qui sont d'abord d'être une notion de perspicacité, d'intuition et de créativité. Si par principe, vous êtes contre le fait d'accepter vos intuitions ou celles des autres, d'accepter les idées nouvelles ou celles des autres, d'avoir cette perspicacité par rapport à ce monde qui bouge, vous allez avoir des problèmes. D'autres facteurs, c'est d'être évidemment soi-même relativement autonome, mais de rendre les gens le plus autonomes possible. Alors on rejoint là l'entreprise libérée, l'holacratie, etc., mais qui fonctionne plus ou moins. J'ai eu un webinaire à midi justement sur ce thème, et on s'aperçoit que, oui, ce sont des très jolis concepts, mais c'est pareil, si on n'a pas préparé les gens mentalement à rentrer dans ces nouveaux concepts, dans ces nouvelles façons de faire, il va y avoir des bugs. Et d'ailleurs, je travaille de plus en plus avec des entreprises du digital ou des entreprises de la vente ou des entreprises qui sont déjà au niveau technologique sur ces axes-là, mais qui n'ont pas introduit ni dans leur formation ni dans leurs produits une façon de faire, une forme pédagogique qui permette aux gens de travailler de façon quasiment intuitive, instinctive. Et puis, il y a la notion de valeur. On verra aussi tout à l'heure cette notion de valeur. Et le valeur, je prends quand même quelques instants sur ce mot-là, c'est un polysème, c'est-à-dire un mot qui a un double sens. Il y a les valeurs humanistes et les valeurs matérielles. Et on verra que ces valeurs humanistes, on peut les mesurer. Et bien sûr, il faut avoir des aptitudes pour tout ce qui est relation, empathie, être positif, être accueillant et surtout avoir de l'humour, de l'autodérision et le sens du jeu
Pourquoi? Parce que quand on a de l'humour, de l'autodérision, on peut se remettre en cause, on peut faire des erreurs dans un monde qui change, c'est normal. Et de ce fait, il vaudra mieux en rire que d'en pleurer ou de se flageller. Ça veut dire qu'il y a des formes de pédagogie, des formes de formation, des formes d'éducation aussi pour nos ados, pour les enfants, qui nécessitent de leur dire qu'on peut faire autrement. On peut vraiment arriver à apprendre des choses sous une nouvelle forme. Ce dont je parle derrière, en fait, qu'est-ce que ça cache tout ça? Ou qu'est-ce que ça met en lumière, plus exactement? C'est la notion de lien et d'émotion. Et on aura beau développer du digital, développer de la technologie, si dans les tuyaux, on ne met pas du lien, on ne met pas de l'émotion, on ne sera pas sur les mêmes fréquences que les autres. Alors là, c'est là où je rejoins un peu tout ce que je découvre en quantique aujourd'hui, avec notamment Philippe Guillemant, pour ceux qui le connaissent, qui fait énormément de vidéos sur Internet. Eh bien, c'est qu'en fait, on le voit aussi au niveau de nos cellules, si on n'est pas sur la bonne fréquence, elles ne fonctionnent pas bien. Au niveau des vibrations, tous ceux qui sont intéressés par ça, on pourra en reparler. Vous aurez mon numéro de téléphone derrière, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. C'est tous les travaux qui ont été faits sur la mémoire de l'eau et qui sont validés scientifiquement aujourd'hui et qui permettent de comprendre qu'en fait, le jeu, les émotions positives, la notion de lien, c'est essentiel dans la dynamique d'une entreprise, dans le rayonnement d'une organisation ou même d'une personne pour capter des clients. On est bien là pour parler business, en tous les cas ce soir. Et je ne pense pas que vous soyez venu simplement, j'allais dire, pour une grand-messe, parce que je suis très dans le concret. Alors, on va parler de dynamique mentale et de créativité, et pour moi, fondamentalement, ce qui va permettre, et je le remets avec mes mots à moi, ce qui va permettre de développer tout ça, c'est vraiment d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme et de s'ouvrir en termes d'état d'esprit. Alors, je parle un peu de spiritualité de temps en temps, mais attention, je ne parle pas de religion. Je veux qu'on soit très, très clair là-dessus. Je ne fais pas de prosélytisme pour une église plus que pour une autre, mais c'est vraiment cette notion d'état d'esprit et de s'ouvrir au plus grand possible. Parce que ce plus grand possible, ça va nous permettre de capter de l'information et de recevoir les émotions, les informations qui viennent d'ailleurs. Et dans cette notion de ce que j'appelle le leadership symbiocratique, en fait, c'est l'art et la manière de créer des chemins nouveaux. Comment peut-on créer des chemins nouveaux, imaginer un monde nouveau, si on n'est pas ouvert à un maximum d'informations et si on croit qu'on va pouvoir faire comme avant? Et là, il y a vraiment une notion de jouer les naïfs, d'être curieux sans cesse et d'écouter un peu tout ce qui se passe. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il y a des solutions qui existent par des gens qui sont à la comptabilité, mais pas au marketing, alors que le marketing cherche des idées, ou par des gens qui distribuent le courrier ou s'occupent du support informatique, mais qui entendent des choses, qui discutent à l'extérieur, qui discutent avec du monde et qui peuvent rapporter des idées. Donc c'est vraiment le fait de mettre en symbiose tous ces talents, tous ces potentiels, humains et matériels, hein, les contextes, les cultures, pour que chaque individu soit créateur de sens et créateur de valeur dans le double sens du terme. Parce que plus je porte de valeur humaine vis-à-vis de mes clients, parce que c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui, plus je vais capter des clients et plus je vais développer des valeurs matérielles. C'est, pardonnez-moi, j'allais dire, c'est aussi simple que ça. Et j'ai pris une époque qui correspond à une époque de l'Europe, qui est la Renaissance. Quand on raisonnait en termes de leadership, on s'est dit pourquoi il y a des gens qui, en situation de chaos, rebondissent. Pourquoi il y a des gens, alors qu'il y a des technologies qui existaient, apparemment immuables, et subitement, ils ont été disruptifs. Ils ont fait autrement, ils ont fait autre chose. Et c'est toute cette analyse que nous avons faite sur 2000 ans d'histoire. Bon, là, je vous présente que la Renaissance, sinon on va y passer la soirée. Alors, j'ai pris Gutenberg parce que Gutenberg, c'était vraiment le Wikipédia, enfin, ce n'est pas le Wikipédia, c'est l'Internet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait du savoir. Si je voulais savoir, je prenais mon cheval, j'allais à Oxford ou à Alexandrie, j'apprenais par cœur, ou éventuellement, si j'avais un peu le sens de l'écriture, je pouvais prendre des notes, mais essentiellement, j'apprenais par cœur. Et en neurologie, on le sait, le centre de la mémoire était extrêmement développé à cette époque-là. On l'a retrouvé sur des crânes de gens décédés à cette époque-là. J'ai pris Leibniz parce que, en fait, c'est un clin d'œil à la situation d'aujourd'hui. C'est lui qui a inventé les algorithmes. Donc,
on fonctionne depuis Leibniz avec des algorithmes. Erasme, parce que c'était le premier lanceur d'alerte. Hein. Si on ramène ça à aujourd'hui, et Diderot, parce que c'était le Wikipédia de l'époque. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est juste pour vous dire qu'à chaque époque, on peut shifter, on peut transcender, on peut être disruptif et faire autrement avec des choses dont on a besoin en permanence. Ça, c'était juste pour la petite histoire. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant sur le plan psychoneurologique, c'est que pourquoi ces gens-là ont créé, et puis il y en a plein d'autres, hein, Lavoisier, Buffon, j'en passe et des meilleurs, pourquoi tous ces gens-là ont créé et ont découvert des choses extraordinaires. Et en fait, ce dont on s'est aperçu en termes de fonctionnement, c'est qu'ils n'avaient pas qu'un seul métier. Ils ne faisaient pas que du marketing ou que de la finance ou que de la médecine ou que de la biologie. Ils s'intéressaient à 4-5 domaines différents. Et c'est pour ça que je vais revenir sur ce problème, enfin, sur ce sujet-là au niveau de la culture tout à l'heure, parce que plus vous vous ouvrez à des choses qui peut-être ne vous intéressent pas au début, eh bien, plus vous allez vous enrichir et surtout plus vous allez créer de connexions neuronales au niveau du cerveau. Et plus vous avez de connexions neuronales au niveau du cerveau, en vous intéressant à plein de sujets différents, eh bien, plus vous ouvrez vos champs des possibles et plus vous ouvrez vos champs de conscience. Et c'est là où l'intuition commence à arriver. Pourquoi? Parce que le cerveau a ce pouvoir extraordinaire que si je lis un livre sur la médecine quantique, et puis ensuite sur le management, et puis je regarde un film sur autre chose, ben mon cerveau, tout seul, pendant que je dors ou sous la douche, il travaille et subitement, vous vous dites, ah, j'ai une idée. Mais cette idée, en fait, c'est la somme de toutes vos richesses que vous avez pu récupérer dans différents moments. Donc, on est bien là aujourd'hui dans ce que j'appelle la 4e révolution humaine. Hein. Michel Serres en parle très très bien dans son livre Petite Poussette. Et c'est-à-dire, bon, on a eu différentes étapes entre l'étape orale, l'étape écrite, l'étape, le début, j'allais dire, du XXe siècle, et maintenant, où on rentre dans cette 4e révolution humaine, c'est-à-dire de considérer que nous avons des cerveaux et que quand ces cerveaux sont vides de sens, nous avons une âme, nous avons un cœur, que les trois sont reliés, et quand c'est vide de sens, quand on ne sait pas à quoi on sert, quand on se demande quelle direction prendre, quel chemin prendre, eh bien, on se raccroche parfois à des choses qui sont dangereuses, et c'est ce qu'on voit avec les adolescents, où la consommation d'alcool, de drogue, etc. a augmenté depuis le Covid. Voilà, ça c'est pour poser le contexte, et ça vous donne certainement des pistes de ce qui se passe. Alors bien sûr, je développe ça sur plusieurs jours parfois, mais je vous ai fait une synthèse. Les 3 clés à prendre en considération pour rentrer dans le phénomène de la symbiocratie, ce sont les datas, les flux et les interactions. Alors, ces datas, ces flux et ces interactions, c'est quoi? Les datas, c'est de l'information. Et tout l'univers, tout le cosmos, tous les corps humains fonctionnent selon ce principe. Nous sommes tous chargés d'informations. La moindre de notre cellule est chargée d'informations. Et elles se mettent en interaction avec les autres. Donc, il y a des flux qui existent entre ces cellules, tout comme il y a des flux qui existent entre les humains, avec des interactions émotionnelles, rationnelles qui peuvent exister. Et tout va dépendre de nos datas et de notre état mental et de notre état donc émotionnel. Et c'est ce qui va et notre état mental et notre état émotionnel dépend beaucoup de nos valeurs. Et ces interactions vont donc être encadrées par nos valeurs. Je vais vous montrer ça. Là, je vous fais un petit aparté, c'est sur les tendances. Parce que quand on parle de valeurs, quand on parle de culture, qu'est-ce qui se passe à aujourd'hui? Donc, je suis allé chercher des chiffres. Je travaille avec un cabinet qui s'appelle Wassati et Henri Perret. J'ai repris des chiffres de l'Observatoire du CTLM, bon, puis j'ai un peu compilé tout ça. Vous avez des sources très intéressantes avec les créatifs culturels de Paul Ray et Sherry Anderson, qui, depuis des années, étudient l'évolution des comportements, l'évolution des mentalités. Et en 2019, en fait, là j'ai fait pareillement une synthèse, 38%, quand on posait la question aux gens en disant est-ce que vous pensez que combien de pourcentage de personnes partagent le fait qu'il faut respecter les droits de l'homme, qu'il faut respecter le droit des enfants, qu'il faut avoir des valeurs, qu'il faut avoir des comportements, qu'il faut respecter l'environnement, etc., etc. La moyenne des gens disait oh, peut-être 5%, 10% maximum. En 2019, c'était 38%, parce qu'on n'en parlait pas trop.
Et en 2021, c'est 58%. C'est-à-dire que ça a pris 20% en 2 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont non seulement face à un vide de cœur, d'âme, de spiritualité, de sens, de culture, et en même temps, ils prennent conscience de tout ça parce qu'ils se rendent compte qu'on est en train peut-être de partir dans le mur. Enfin, je dis peut-être par diplomatie. Alors, j'ai repris aussi les travaux de Boris Cyrulnik et c'est clair, ne vous inquiétez pas, si des scientifiques de ce niveau-là, il n'est pas le seul à le dire, disent qu'après chaque catastrophe, la société change, ne croyez pas que vous pourrez repartir avec des entreprises qui fonctionnent comme avant. Ce n'est pas vrai. Il y aura automatiquement des changements. Des changements en termes de structure, il y aura de plus en plus d'archipels, d'écosystèmes, il y aura de plus en plus de coopératives, il y aura de plus en plus en fait, d'entreprises dans lesquelles les gens seront tous écoutés et auront tous besoin de se nourrir de ce qui se passe et des valeurs et des datas de l'entreprise. Pour ça, il y a ce que j'appelle des capabilités. J'aime beaucoup ce mot parce que ce sont à la fois des capacités et des habilités. Et il est dans le dictionnaire, hein, ce n'est pas un néologisme de ma part. Et c'est vraiment, on rentre dans une ère du partage. Alors, il y en a qui, quand je leur dis on rentre dans l'ère du partage, ils mettent la main sur le portefeuille en disant mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, on va partager des idées, on va partager des émotions, on va partager des pensées, on va partager des visions et des ambitions. Et quand je parle des ambitions, dans mon modèle, je parle d'ambition altruiste. Et pour ça, il va nous falloir du courage pour pouvoir franchir cette étape. Il va nous falloir de l'opiniâtreté, c'est-à-dire se rendre vulnérable, oser dire, oser faire, oser se confronter. Je vous mets à la fin la référence. Attendez, je vais boire un petit peu parce que la machine a besoin d'être lubrifiée. Et il va falloir sortir du conformisme et oser se confronter aux autres et partager des idées. Et je sais qu'il y a des cultures où ce n'est pas facile. Mais voilà un des exercices que je fais quand je mets en place la symbiocratie dans les entreprises, c'est qu'on va commencer, comme disent les Québécois, à se dire les vraies affaires. C'est-à-dire qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions. Parce que j'ai le droit, en tant qu'être humain, d'avoir des émotions. J'ai le droit d'avoir peur. Et en tant qu'être humain, quelqu'un qui me fait part de ses émotions ou de ses peurs, eh ben, c'est de mon devoir de dire c'est normal. Il n'y a aucun problème et il n'y a aucune honte à avoir ça. On parlera de 2 livres très, très importants pour moi en termes de management, qui est le pouvoir de la vulnérabilité et passer au-delà de la honte. Parce qu'aujourd'hui, le point qui bloque dans les entreprises, de mon point de vue, se trouve là. Alors, on a le modèle du vivant. Une entreprise, c'est un corps vivant. Un homme, une femme, un enfant, c'est une histoire du vivant. On est confronté à l'environnement en permanence. Et si on n'arrive pas à connecter nos cœurs, connecter nos âmes, à avoir cette dimension spirituelle entre nous, on va avoir du mal à créer du bon business et on va avoir du mal à créer de belles entreprises. Donc, ça va être un peu plus dur pour les entreprises normatives qui sont du type commande-contrôle parce que là, il va être nécessaire de changer le management. Alors, je ne dis pas de changer les managers, mais si les managers sont ouverts à s'ouvrir à ce type de comportement, là, on pourra faire des choses qui sont magnifiques. Mais s'ils disent on a toujours fait comme ça et ça repartira comme avant, eh ben, pour tous ceux qui ont envie de créer des entreprises, regardez toutes celles qui restent rigides et puis vous allez avoir certainement des niches de marché à créer et des nouvelles entreprises sur leur propre terrain à créer. Souvenez-vous d'un modèle, on aime ou on n'aime pas, mais c'est Apple. Tout le monde, quand Steve Jobs a dit on va mettre un ordinateur dans chaque foyer et vous allez voir que les gens n'auront pas besoin de se former. Ils auront toute l'attitude pour pouvoir utiliser ces ordinateurs, aller chercher de l'information. Tout le monde l'a pris pour un fêlé, tout le monde l'a pris pour un fou. Aujourd'hui, c'est une capitalisation de 1000 milliards de dollars. Okay, et puis, vous en avez plein qui naissent tous les jours. Quand on est branché sur son cœur, sur son âme, vous avez Blablacar, vous avez la banque Nickel, vous avez plein d'opérations qui sont en train de naître et avec des gens qui ont simplement envie d'être dans cette ambition altruiste, de rendre service aux autres et qui, du coup, parce que le coût d'entrée aujourd'hui est largement moindre grâce à la technologie, se mettent à créer des services, peu moins de produits, mais des services qui
sont utiles à la communauté et qui leur permettent de passer rapidement à des dimensions industrielles très très fortes. Et les gens qui sont dans le command control et qui refuseront de rentrer dans cette logique, ils vont voir arriver, c'est l'histoire de David et Goliath, hein, ils vont voir arriver des petits qui vont leur piquer des parts de marché. L'histoire de Nickel, moi je la trouve extraordinaire. Une banque en ligne, on dépose son argent dans des distributeurs, dans des cafés tabac, ça a lieu en France. Et puis, je crois qu'en 5 ans, ils ont pris 600 ou 700 000 comptes. Et les autres banques se sont marrées quand ils ont vu ça arriver en disant mais ça ne marchera jamais, il n'a pas la surface. Ben non, mais ça a marché. Et il répondait à quel problème? Il répondait à tous les gens qui en France étaient interdits bancaires parce qu'ils avaient fait un chèque sans provision, parce qu'il y a eu un paiement de retard. Mais quand on n'a plus de compte en banque, on n'a pas les allocations familiales, on n'a pas les remboursements de médecine, on a du mal à trouver un logement parce qu'il faut payer son loyer. Il répondait à un paquet de problèmes de ce genre, donc il l'a fait avec son cœur, avec son âme, avec un état d'esprit ouvert à l'autre. Et c'est cette ambition altruiste qui a donné ça. Donc on retrouve dans le schéma que je vous propose des datas qui sont intrinsèques à l'individu ou extrinsèques, des datas qui sont à l'extérieur de l'individu ou de l'organisation. Mais si vous saviez dans les organisations la richesse qu'il y a en termes de data, c'est incroyable. Je parle de data, pas forcément des données logiques, émotionnelles, pas des données logiques, rationnelles, des chiffres, des pourcentages. Je vous parle aussi d'émotions, je vous parle aussi de ressenti. Ensuite, à partir des data, on va créer des flux, hein, c'est-à-dire qu'on va, selon des règles de création de valeur, on va s'appuyer sur les valeurs et on va créer des interactions pour créer de la valeur avec les flux. Donc, qu'est-ce qui me sert à faire ça? Eh bien, c'est la culture. Et la culture, c'est pas connaître Platon ou Socrate. La culture, c'est cette capacité à avoir l'esprit critique, à discerner, à se confronter, à discuter. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé avec des chefs de projet. Et des chefs de projet qui avaient du mal sur le plan du management à motiver ces équipes. Et je les ai emmenés dans un musée avec un très bon guide qui nous a expliqué comment Bruegel, comment d'autres peintres, Riopel, Picasso, etc., préparaient leurs toiles, comment ils réfléchissaient, comment ils construisaient leur création, etc., etc. Et après toute cette présentation, j'ai demandé au chef de projet quelle est la différence entre un peintre comme Bruegel ou un peintre comme Picasso et un chef de projet. Et là, ils ont commencé à connecter, c'est-à-dire que j'ai rapproché de l'information hémisphère gauche avec de l'information hémisphère droit. J'ai créé des connexions entre les deux, ce qui fait que je travaillais sur le principe de l'individuation, c'est-à-dire le fait de grandir, le fait de comprendre. L'individuation, c'est nous sommes des individus, nous sommes indivisibles, donc il est important de ne pas travailler que sur certains potentiels, mais de mettre tous nos potentiels ensemble. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont aperçus qu'on pouvait faire des métaphores pour expliquer une situation, pour expliquer un projet, qu'on pouvait y mettre de l'humour, qu'on pouvait y mettre du jeu, qu'on pouvait utiliser la peinture ou la musique pour pouvoir expliquer un projet et faire en sorte que les gens adhèrent à ce projet. On est donc là dans le discours et l'attitude, la posture qu'on va avoir vis-à-vis des gens avec lesquels nous interagissons, avec lesquels nous créons des flux et des interactions. Toujours fixé, alors moi je suis toujours vente, marketing, com et ressources humaines, en termes de résultats humains et financiers. C'est-à-dire que pour moi, dans les années qui viennent, les entreprises vont devoir livrer, et ce sera mesuré, des résultats humains et financiers. On les mesure comment? À l'absentéisme, aux maladies psychosomatiques, on les mesure au conflit, on les mesure au présentéisme aussi, on les mesure aux erreurs de travail, aux accidents de travail, etc., etc. Donc tout ça, ça se mesure, et quand on a une dynamique d'entreprise qui est au top, eh bien normalement, tous ces indicateurs-là sont à minima. Donc il y a encore énormément de choses à faire pour pouvoir mesurer tout ça. Et dans cette logique-là, ça c'est le dessin concernant beaucoup plus la vente, le marketing et les ressources humaines, eh ben, je vais vous répéter ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que sur le côté droit, vous avez un rond jaune avec des datas rentrants, et ces datas, ils viennent de l'extérieur, et on va les partager à tous les étages de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que le marketing va garder des informations, que
le commercial va garder d'autres informations, etc. On doit mettre toutes ces datas ensemble et on doit les partager avec les gens des finances, avec les gens de l'entretien, avec les gens de l'informatique, etc., etc. Parce que il y a une logique qui est très simple, c'est que la somme des individus, ça c'est du quantique, est toujours supérieure au seul nombre des individus. Et qu'est-ce que je vais faire avec la vente, le marketing, les ressources humaines, les vendeurs, mes ambassadeurs, mes partenaires, mes clients? Je vais sans arrêt nourrir en termes de culture, de valeurs et d'ambition altruiste. La culture, c'est aussi, par exemple, ce que j'ai fait dans la grande distribution. Eh ben, on a regardé des films où il y avait des leaders, des vrais leaders. Et puis, ce n'est pas le film en soi qui est important. Le film, c'est un support. Ce qui est important, c'est le débat que l'on fait après, en disant, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous y voyez un intérêt pour vous? Est-ce qu'il y a une façon de faire qu'on pourrait reprendre par rapport à notre métier de la grande distribution, etc., etc. Et les gens parfois sont surpris en disant non, je ne vois pas, je n'ai pas compris, etc. Laissez le temps faire et on continue et on revient et subitement vous avez une, deux, trois personnes qui reviennent avec des idées qui sont parfois stratégiques. Donc en fait, on est en train de créer des nouvelles datas et une nouvelle posture au niveau de l'entreprise en faisant tout ça. Donc, on va recréer des flux et des interactions qui vont évoluer, qui vont s'adapter à l'environnement. On va mettre ça dans les tuyaux technologiques pour nourrir notre marché, nos ambassadeurs, nos clients et même plus large. De ce fait, eux aussi vont évoluer et il y a donc des nouvelles datas qui vont arriver. Donc, c'est assez simple en fait. Ce qui est important, c'est la qualité du contenu, c'est la qualité de ce qu'on va faire ensemble dans l'entreprise. C'est vraiment une façon de créer et d'entretenir sa raison d'être. Sinon, c'est comme une fleur, quand elle n'est pas entretenue, elle fane. C'est une façon aussi de développer. Ce schéma-là, pour rien vous cacher, on l'a créé pour une étude que nous avions faite. J'étais déjà dans cette dynamique-là, mais bon, je vous parle de ça en 97. Donc vraiment, il y avait très peu d'entreprises qui étaient ouvertes à ce genre d'approche. Et ça, c'est un schéma que j'ai construit avec Philippe Leron, donc mon acolyte, et pour expliquer ce fonctionnement du cerveau. Si on veut se développer en compréhension, en créativité, en individuation, et si on veut développer le fait de oser, eh bien, il faut travailler sur l'hémisphère droit et sur l'hémisphère gauche. Et je vous donnerai, je ne veux dire pas plus que cette information-là. Vous prenez une œuvre de Mozart ou de Beethoven, enfin une œuvre de musique, eh bien, si vous voulez qu'elle soit audible, qu'elle soit même un peu subtile, qu'elle vous touche à l'âme, eh bien, ça veut dire que le créateur, il est allé chercher du charisme, il est allé chercher de l'imagination, il est allé chercher sur son intuition, mais il a respecté le processus, il a respecté des règles. Donc, vous voyez bien que les deux sont nécessaires dans une réussite. Et aujourd'hui, ça fait au moins 70-75 ans qu'on travaille essentiellement sur l'hémisphère gauche, la logique, le processus, le rationnel, la rigueur, mais on a un peu laissé tomber notre hémisphère droit, et c'est ça qui est à redévelopper aujourd'hui, et c'est ce management, non pas de l'hémisphère droit, mais de mise en complémentarité des deux, qui est absolument indispensable pour pouvoir passer dans cette résilience. Et il y a un truc qui s'appelle la créativité, parce que la créativité, si vraiment on veut la développer, si vraiment on veut des idées nouvelles, je reviens toujours à cette notion qui m'est chère, de développer son âme, son cœur, son esprit, son individuation, pour pouvoir s'ouvrir. Donc, c'est vraiment... Et là, il y a des bagarres d'ego, parce que je le vois dans les entreprises, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ont raison, il y a ceux qui ont toujours réussi, et donc ils disent, on a fait comme ça, ou non, je sais que c'est ça la réponse. Et aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la bonne réponse. Alors, j'en viens un peu à la fin de tout ça, c'est que beaucoup de gens me parlent de la loi de l'intention, de la loi de l'attraction, etc. Alors, si ça vous intéresse, évidemment, ça rejoint un peu une notion de quantique. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai acheté tous les livres, tous les DVD, j'ai regardé les vidéos, ça ne fonctionne pas. Eh bien, je vais vous dire non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si votre cœur, si votre âme, si votre esprit n'est pas ouvert, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas connecter avec le plus grand que vous, avec la vibration avec les vibrations qui sont au-delà de vous. Et donc, c'est quelque chose de, j'allais dire,
démontré scientifiquement aujourd'hui. Il y a des gens qui connectent et il y a des gens qui ne connectent pas. Il y a des gens qui ont des idées naturellement et puis il y en a qui vont chercher, qui vont faire des études de marché. Mais il y a d'énormes réussites qui ne correspondent pas à des études de marché. Si vous prenez le post-it, chez 3M, le marketing l'avait refusé. Et c'est parce qu'un des directeurs généraux avait intuitivement senti qu'il y avait un potentiel que c'est sorti. Si vous prenez, il y a eu plein de choses comme ça, la Twingo chez Renault, les premières Twingo, qui avaient été positionnées en fait pour des 25-35 ans, selon le marketing. Et en fait, ce sont tous les gens de plus de 60 ans qui l'ont acheté comme deuxième voiture. Il y a plein d'erreurs marketing où il y a plein de dossiers qui sont restés sur la table, qui sont par la suite, parce qu'ils ont été repris par d'autres, sont devenus des succès au niveau commercial. Donc, ne rejetez pas si vous avez des intuitions plus fortes que tout, plus fortes que vous, j'allais dire, ça vaut la peine d'aller creuser et de se poser les bonnes questions. Et dans l'entreprise, dans les grosses entreprises, il y a des gens qui ont des intuitions, qui ont des idées, laissez-les tester, laissez-les essayer. Donc, je reviens sur cette notion de valeur. Les valeurs, c'est ce qui encadre les flux, ce sont les comportements qui permettent de voir si on a le bon comportement et donc si on a le bon résultat. Et manager par la valeur, c'est vraiment manager les gens beaucoup plus par leur comportement que par leurs résultats. Et si je suis un bon manager, je suis aussi un bon coach. Et si mon joueur, c'est un bon joueur et qui fait les bons mouvements et qu'il est à bon endroit, au bon moment, avec le bon mouvement, eh ben, il a des chances de gagner. Mais si je lui dis, tiens, si on parle de tennis, voilà une raquette, fais le match et puis ensuite je vais t'engueuler parce que tu l'as perdu, je n'arriverai à rien. Et il y a des gens qui ont changé des choses, qui ont des façons de faire, qui ont trouvé des petites techniques. Il y a des joueurs qui tiennent la raquette un peu différemment, peut-être du fait de leur ergonomie ou du fait de l'adversaire, et qui donc trouvent des astuces pour pouvoir, et ce sont souvent des détails, pour pouvoir justement s'adapter à ce monde qui change. Alors écoutons les valeurs de nos clients, de nos marchés pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur offrir, ce à quoi ils s'attendent. Vous avez énormément de données dans les différents observatoires qui vous permettent de savoir qu'aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont gagnantes et puis il y a des valeurs qui vont être perdantes. La culture, je reviens, c'est vraiment une dimension pour pouvoir développer des potentialités au niveau neuropsychologique. Plus vous allez vous intéresser à des choses différentes et plus vous ouvrez les champs de conscience. Et ça, si vous avez des enfants, faites-le avec les enfants. Parce que très souvent, à cause de tous les outils informatiques, ils restent enfermés dans des champs de vision très spécifiques. Il faut les sortir, il faut les emmener au musée, il faut les emmener au concert, il faut les emmener au théâtre, il faut vraiment leur faire découvrir plein de choses. Et surtout, parce que les enfants, c'est un sujet qui m'interpelle et qui m'anime, qui me passionne, surtout faire des débats avec eux après. Ne pas se dire, bon, bah, ok, on a vu le film ou ok, on avait une pièce de théâtre, on rentre, on se couche, il est l'heure. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu avais fait du théâtre, toi, tu aurais voulu jouer quel rôle, hein? Et c'est quoi l'émotion que tu as ressentie, etc. C'est vraiment pour que ça s'inscrive. Notre cerveau est plastique, on produit des neurones jusqu'à la fin de notre vie. Et depuis le début de notre vie jusqu'à la fin, plus on va faire ce genre d'exercice, et avec les enfants et avec les ados, on leur ouvre en plus des portes du possible, et plus on va rester jeune dans notre tête. Donc, je veux dire, le reste, bon, c'est le corps, il vieillit plus ou moins bien, ça dépend aussi si on s'entretient. Derrière, il y a cette notion d'ambition altruiste qui, pour moi, est importante. L'ambition, c'est un moteur, et l'altruisme, c'est l'essence. Et en étant en Amérique du Nord pendant 20 ans, en fait, ils font du charity business. Ça ne leur pose aucun problème de gagner de l'argent pour aider les autres. Et d'ailleurs, ils le disent bien, si on n'est pas riche, on ne peut pas aider les autres. Et si je fais du charity business, c'est normal que les gens qui vont venir pendant la soirée de charity business, ils soient payés et ils ne soient pas bénévoles, parce que j'attends le meilleur d'eux-mêmes pour que la soirée soit au top. Et pour eux, ça ne pose strictement aucun problème. Et vous verrez que beaucoup d'ambitions altruistes sont des réussites, on en parlait tout à l'heure, sur le plan du business. Si vous cherchez des niches pour développer du business, ben parfois, il suffit de prendre en compte les insatisfactions, les difficultés, les malheurs, malheureusement, et ça peut nous donner des idées de créer des choses pour rendre service aux autres. Et puis, il y a des gens, et ben, ils ont
des systèmes où ils gagnent 1 ou 2 euros par service rendu, mais c'est multiplié par des millions et tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ça, ça va vous donner une raison d'être. Et la raison d'être, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir une posture, une fierté. Et donc de sortir de cette notion de la peur d'être vulnérable ou la peur d'avoir honte. Et c'est pour ça que je vous propose ces livres-là. Faites une photo d'écran si vous voulez pour avoir les titres, ou prenez-les. Cette auteure, Brené Brown, c'est une chercheuse américaine. Et vraiment, elle explique bien que c'est pas parce que je vais raconter ma vie, c'est pas parce que je vais livrer mes émotions que je suis vulnérable. Mais pourquoi je ne le livre pas? C'est que parfois j'ai honte. J'ai honte de me sentir faible. J'ai honte parce que je n'ai pas de diplôme. J'ai honte parce que je ne suis pas du même milieu social. J'ai honte parce que, et j'ai coaché un garçon qui est devenu un de mes amis, qui est un coach au Luxembourg, qui est à ses côtés maintenant, eh bien, je lui ai permis de démarrer et il n'osait pas. Il n'osait pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'un milieu très défavorisé, parce que du coup, il a fait les 400 coups, il a même fait de la prison. Et puis un jour, il a osé. Il a osé franchir ce cap et en fait faire de ce on aurait pu sembler une faiblesse, d'en faire une force, de pouvoir expliquer à des tas de gamins qui étaient en difficulté que lui aussi, il avait connu pire et que lui, il avait pu s'en sortir pour un certain nombre de raisons. Et d'ailleurs, parce qu'il a ouvert son cœur, il a ouvert son âme, il s'est ouvert à une certaine spiritualité et que de ce fait, il accueillait les gens pour leur dire « T'inquiète pas, ta vie n'est pas foutue. Regarde, j'ai eu mal, j'ai eu peur, j'ai ramé, mais je m'en suis sorti. » Et parfois, cette honte ou cette vulnérabilité dont on a peur, eh ben, ça peut rendre service aux autres. Ça peut être un transfert que l'on fait vers les autres pour leur permettre de s'épanouir et de développer tout leur potentiel. Donc, il y a une phrase que je garde toujours, c'est « Est-ce qu'on devient des champions parce qu'on a de l'argent ou bien est-ce qu'on gagne de l'argent parce que nous sommes des champions ?» Réfléchissez-y bien parce qu'en fait, les champions, ils s'entraînent, ils transpirent, c'est difficile et ils ne gagnent pas d'argent. Ils en gagnent quand ils sont devenus des champions. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils sont devenus des champions. C'est autre chose. C'est le mental, c'est le physique, c'est l'entraînement. Alors, plein de choses. Mais ce que je vous propose en plus, c'est que ça ne s'adresse pas qu'à des gens qui sont, j'allais dire, physiquement en forme. Il y a aussi des gens qui sont dans des chaises roulantes, qui sont handicapés des jambes ou handicapés des bras, etc., avec lesquels on peut travailler sur cette approche parce qu'ils ont aussi des cerveaux, des visions différentes, des potentialités, des capacités différentes. Et ça, c'est toute une richesse avec laquelle on peut certainement développer des talents et d'autres richesses. Voilà ma présentation un peu rapide parce que je voudrais qu'on ouvre le débat, on ouvre le dialogue, on pose des questions. Il y a les questions de Michel du départ, auxquelles je vais répondre tout de suite pour ouvrir les choses. C'est-à-dire que, est-ce que le nouveau sera normal? Mais en fait, la réponse est dans ta deuxième question, à savoir qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Qu'est-ce que c'est? Il n'y aura pas de normes. Ou alors, s'il y a des normes, ça va être une norme pour 3 mois, une norme pour 6 mois. Donc, ça va bouger sans arrêt. Ça va bouger sans arrêt dans les années qui viennent. Et si on n'est pas éveillé, si on n'est pas ouvert, et en n'étant pas atteint sur notre ego, en se disant simplement « Ok, j'accueille, bon, bah, ça change, bon, bah, il faut que je me remette en cause. » Si vous avez la chance en plus d'être en couple et que vous ayez un conjoint qui peut partager ça, et les livres d'ailleurs dont je vous ai donné tout à l'heure, je vous conseille de les lire. Si vous êtes en couple, de les lire en couple et de discuter autour de ces livres-là. Je peux vous assurer que c'est d'une richesse. Moi, je ne suis pas en couple, mais j'ai des amis qui l'ont fait en couple et c'est d'une richesse absolument incroyable. Alors, Didier, à ce propos-là, Didier, pardon, oui. je vous interromps à propos justement de cette question parce qu'il y en a une autre à peu près similaire qui est posée ici. C'est quel est le nouveau normal s'il en existe un, mais aussi quelles en seraient les tendances lourdes? Est-ce qu'on peut accepter l'idée qu'il y a un nouveau normal? Après tout, on peut très bien ne pas partager cette idée, Ouais. mais s'il fallait le caractériser, ce nouveau normal, alors normal, ça ne veut pas dire norme, hein, ça veut dire l'environnement habituel qu'on connaît. Comment on pourrait le qualifier? Quelles pourraient être ses caractéristiques?
Alors, je pense que dans le nouveau normal, il va y avoir une recherche de liens énorme, une recherche de sens énorme, une recherche d'émotions positives énorme. Ça va être peut-être la nouvelle norme. C'est-à-dire qu'on va commencer à oser être vulnérable et à oser partager tout ça. Ça, je pense que ça va être dans ce qu'on pourrait appeler le nouveau monde ou le nouveau normal. Ça, je pense que ça va durer un certain temps. C'est clair. Quel était l'autre bout de la question? Oui, ici, même chose, une autre personne, et c'est une des questions qui remporte le plus de votes, c'est une fois la situation plus ou moins rétablie, les vieilles habitudes ne vont-elles pas ressurgir? Après tout, D'après tout, c'est... oui, Oui, de toute façon, je pense qu'il va y avoir un phénomène de compensation au niveau du lien, au niveau euh, du, du partage. Il va y avoir, de toute façon, comme dans toute organisation, il va y avoir des gens qui vont essayer de, de retourner vers l'ancien, vers l'avant, parce que c'était mieux avant. Il y a des habitudes qui vont ressurgir. Mais si je raisonne en tendance lourde, ça faisait partie de la question que tu me posais tout à l'heure. Oui, dans les tendances lourdes, euh, il est clair qu'il va y avoir de plus en plus, pour moi, c'est tout ce qui est lien, émotion, respect humain, respect de l'environnement. Je ne parle pas de l'écologie, je ne parle pas de tout ce qui tourne autour de ce dont on peut nous brasser les neurones à longueur de journée. Je pense qu'il y aura vraiment des fondamentaux humanistes qui vont revenir à la surface. Ça, pour moi, c'est une tendance lourde. Et que les entreprises qui ne vont pas intégrer ça, les entreprises qui n'auront pas cette dimension altruiste, elles ont du mouron à se faire. dans la même veine, et puis je laisserai poser d'autres questions, il y en a une qui remporte assez bien de votes ici, qui est la suivante, et qui colle un petit peu à ce que je voulais moi également poser à propos de qu'est-ce que c'est qu'un leader symbiocratique. Ici, il est dit quels sont les exercices personnels que l'on peut effectuer pour acquérir les capacités d'un leader de demain. Didier. Alors, oui, il y a pas mal de choses. Alors, moi, dans mes interventions dans les entreprises, parce que je suis formé grâce à mon ami neurologue à l'hypnose ericksonienne, on a développé des types d'exercices, et puis en plus, on les a rodés pendant un paquet d'années avec le CJD, auprès de patrons de TPE, PME essentiellement. Donc, j'utilise l'hypnose ericksonienne, qui permet, justement, si je reviens au dessin du cerveau, de faire travailler en hypnose les deux parties du cerveau, droit et gauche, ainsi que le lobe frontal et le lobe pariétal, de façon à ce qu'on redéveloppe des potentialités. Voilà le type d'exercice qu'on peut faire. Maintenant, il y a des choses nouvelles qui arrivent, je suis en train de m'y intéresser. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle, enfin quand je dis un truc, c'est un processus qui s'appelle les signatures fréquentielles, c'est-à-dire que nous avons tous des fréquences et on a la possibilité aujourd'hui de se remettre à niveau, au niveau de nos fréquences, de remonter les fréquences de nos cellules et donc d'être dans une dynamique mentale et cellulaire meilleure. Il y a plein d'autres exercices, mais ça dépend aussi de tout un chacun. C'est-à-dire que avec les gens très rationnels, très cartésiens, je vais les emmener vers la musique, je vais les emmener vers la peinture. Il y a d'abord, et je peux vous dire que j'ai découvert, il y a même des gens qui se sont découverts des talents absolument incroyables et qui s'étaient interdits toute leur vie. J'ai pas le temps, il faut que je travaille, il faut faire ceci, il faut faire cela, et ils se sont interdits toute leur vie. J'ai même eu une fois un financier de très haut vol avec un salaire à 6 chiffres dans les entreprises qui cherchait un moyen. Donc on a fait de l'hypnose, et puis ça a développé chez lui un ressenti, une émotion, et il s'est mis à vouloir travailler le bois. Bon, alors comme il avait les moyens, il était un peu avantagé, c'est-à-dire qu'il s'est construit un atelier de bois, et 4 ans après, il était devenu ébéniste, il a laissé tomber son métier. Euh, voilà, alors, parce qu'on prend conscience de son cœur, de son âme, on prend conscience de ce qu'on est, et on prend conscience de son chemin de vie et de son chemin de bonheur. Et en ayant créé une ébénisterie, il a créé des emplois, il a gagné sa vie, je veux dire, parce que c'était un homme de l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas de laisser la proie pour l'ombre, il ne s'agit pas de rentrer dans un cycle bobo, psychopop, je vais aller fumer des joints et marcher nu sur l'herbe ou sur le feu. Non, non, pas du tout. On reste très pragmatique et on reste par rapport aux résultats qu'on veut avoir
pour sa vie personnelle et pour les entreprises. En fait, moi, je suis dans cet axe-là parce que j'ai rien contre les coachs, mais je vais dire que je vais reprendre la loi de Pareto. Il y en a 80%, ils n'ont même pas pris un cours de psychologie. Voilà, ça me pose un problème. Ou peut-être qu'ils n'ont jamais vécu en entreprise, ils ne connaissent pas les défis qu'on rencontre en entreprise, les difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on est dans une entreprise, quand on est dans des négociations avec des clients, des grosses négociations. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a plein de choses. Donc, il faut intégrer tout ça. Très bien. Notre hôte a rouvert les micros. Et donc, j'invite les participantes et les participants à oser, et en Oui. particulier, oser de poser des questions. On Exact. vous écoute bien volontiers. David, tu nous as fait une soirée sur la communication bienveillante. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? David Lahaut. Ouais, bonsoir. Merci, merci Didier pour le partage. Bon, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Je crois. On est en train de parler des mêmes choses. Beaucoup de concepts autour du lien, du lien à soi-même, du lien aux autres. Quand c'est dans une structure, une organisation, quelle est la vision, quelle est la mission? Je crois que tout ça, on est dans des éléments où pour avancer, pour réussir, il y a la recherche de sens qui permet d'aligner et de collaborer. Donc ouais, ça me parle bien. Merci. Merci à toi. Merci David. Qui veut intervenir à chaud? J'ai déjà un retour d'Anne-Sylvie qui est partie, qui est pas si positif, mais à part ça, je constate que sur les 44 inscrits, on a encore 41, voilà, pour moi, il y a un très grand engouement et un très grand intérêt. Qui veut réagir à chaud? J'ai peut-être encore une question alors pour Didier. Oui. Un petit peu taquine la question, si je peux me permettre. Avec plaisir. Est-ce qu'on devient leader ou est-ce qu'on est leader? Alors, symbiocratique ou pas d'ailleurs. Hein? Oui, absolument. En fait, un vrai leader, alors on peut naître si on a effectivement un certain niveau d'empathie et en même temps si on reprend le dessin du cerveau, c'est-à-dire une certaine rigueur, un certain sens du processus, mais en même temps une certaine empathie, une certaine imagination, une certaine capacité à livrer ses émotions. Oui, on peut être un leader né, mais ne confondons pas leader et charisme. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de charisme et qui sont d'excellents leaders. Et je vais vous prendre un exemple que j'ai pu rencontrer au Québec. C'est Armand Bombardier. Vous connaissez sans doute le groupe Bombardier. Ça a démarré comme une petite PME, TPE même, au fin fond du Québec à une époque. Et quelle était l'ambition altruiste d'Armand Bombardier, qui était un ingénieur? Lorsque je parle avec des Québécois qui ont aujourd'hui 70-80 ans, quand je leur demande c'était quoi le niveau de charisme d'Armand Bombardier, en gros, ils m'ont dit je pense qu'une huître a plus de charisme que Armand Bombardier. Et son ambition altruiste, et ça a donné le skidoo, c'était de désenclaver le Québec l'hiver pour que les Québécois puissent circuler quand il y avait 3-4 mètres de neige et que les voitures n'avançaient plus. Voilà l'origine de Bombardier, et le charisme, il n'en avait pas, mais c'était un leader. Il savait s'entourer des gens, il savait leur faire confiance, il savait partager l'information, il a livré son cœur et son âme, son ambition altruiste, et tout le monde s'est mis autour pour engager la réussite. Donc, on peut le devenir parce que le cerveau est plastique, parce qu'on peut s'entraîner. Et puis, il y en a qui ont la chance de naître avec ça et de pouvoir tout de suite le mettre au service de la communauté. Autre question éventuellement? Oui, oui. Bonsoir Didier. Bonsoir Nathé. Comment ça va? Bien, et toi? Désolé. Super, merci. Alors, je suis très, très content d'écouter cette conférence. Je pense que ça va, vous m'entendez bien là? Très bien.
Ok, super. Alors, je suis très ému, je suis très content, je suis très heureux d'entendre tous ces mots-là. En fait, moi, ça me parle, hein. C'est quelque chose que j'ai aucune difficulté à comprendre. Alors, j'ai une question pour toi, un peu provocante, mais bon, je pense que tu comprendras. Alors, je Non, je te disais donc. connais. Alors, tu réponds, s'il te plaît, merci. Vas-y, écoute, je t'écoute ta question. Alors, la question, elle est, alors, on ne parle pas de religion, on est d'accord. Absolument. Voilà. Cependant, ben, comme vous le savez, je veux dire, les gens qui sont avec nous, il y a beaucoup de religieux qui attendent le fameux Messie, le Messia. Voilà. Et ma question, c'était, est-ce que vous ne pensez pas que vous serez ce Messie? Non, non, j'ai pas la. T'es gentil, mais je n'ai absolument pas la prétention d'être un messie. Si déjà j'arrive à aider, tu sais, mon plus beau cadeau, c'est que quand je fais des interventions, tu le sais, puisqu'on en a parlé, on se connaît en dehors de ce soir. J'ai fait des interventions en Haïti, j'ai fait des interventions en Tunisie, dans différents pays. Bon, bien sûr, à chaque fois, c'est pour des entreprises ou des organisations. Mais même quand j'en ai fait il y a 20 et quelques années en France, ou même il y a 3 ans pour rien de cacher à la Migros, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui prend conscience de son potentiel et qui, c'était le cas d'un garçon qui était gérant ou peut-être sous-gérant d'un micro 1M pour les gens, c'est vraiment le petit micro de quartier et qui devient directeur en 3 ans de temps, directeur commercial de Migrovo et qui me dit c'est grâce à toi parce que bah, ça c'est le cadeau. Ça c'est ce qui me nourrit tous les jours, c'est ce qui me fait du bien. Euh, Ça m'est arrivé il y a quoi, 10-15 ans quand j'étais en voyage en France. Je me souviens encore sur l'avenue de la Grande Arbée, il y a un gars qui vient vers moi et puis qui me dit oh, Monsieur Renac, vous vous souvenez peut-être pas de moi. Bon, à l'époque, je formais des milliers de vendeurs et de négociateurs et de managers. Et il me dit Vous m'avez formé, j'étais vendeur au réseau Volkswagen et puis ce que vous m'avez enseigné, ça m'a permis de changer de posture. Puis je suis devenu directeur commercial et puis Mercedes est venu me chercher et aujourd'hui j'occupe tel poste. Et il en avait quasiment les larmes aux yeux et moi aussi parce que ça vient me toucher. Et voilà. Donc si je peux le faire pour le plus grand nombre, c'est magnifique. Mais ça s'arrête là. Je ne pense pas que je sois le Messie. Je pense qu'il y a des gens qui ont des potentiels beaucoup plus importants que moi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je vois énormément de gens s'écrouler. Je vois énormément de gens divorcer parce qu'ils sont en stress, parce qu'ils sont en peur, parce qu'ils sont en catastrophe personnelle. Euh, et malheureusement, ou peut-être heureusement, il faut en passer par là pour que les gens prennent conscience que ça se passe autre part que dans le statut social ou le portefeuille. Et que ce n'est pas parce qu'on est en risque et en danger aujourd'hui qu'on le sera demain. Et je pense que ça va créer cette dynamique d'entraide ou d'altruisme pour créer des choses nouvelles et recréer du business autrement. C'est peut-être un mal nécessaire. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Ndaté. Olivier, tu veux intervenir? J'ai vu que tu avais déverrouillé ton micro. Oui, Oui, je voilà. voulais, mais a priori. Pardon, je suis resté. Est-ce que je Ah oui, coupe la on va se parole à faire la quelqu'un? guerre. Oui, Non, vas-y, Olivier. Oui, je voulais juste réagir en fait parce que après cette présentation, je me suis énormément retrouvé dans tout ce que vous avez dit. Mais je ne pensais pas être aussi proche de ce que vous avez dit sans avoir vos mots à vous, en fait. Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, enfin depuis une bonne année maintenant, ça m'a donné l'opportunité de tester plein d'autres choses, de nouvelles choses, personnellement. Pour moi, ça n'a pas été le fait de dire, bon, j'ai plus de boulot, ou mon boulot, je vais le perdre, ou bien comment je vais réagir avec d'autres entreprises ou d'autres clients. Au contraire, je me suis dit, c'est l'opportunité de faire des choses que je ne faisais pas ou que je n'osais pas faire avant. Et j'ai commencé depuis un an de faire des choses nouvelles, plus justement de le côté
présentation, plus multimédia, etc., que j'aurais jamais voulu faire avant. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est l'opportunité de faire des choses. Et ça, je trouve ça génial. C'est effectivement, beaucoup de gens ont eu la chance parce que, étant peut-être financièrement à l'abri ou disposant du chômage ou de choses de ce genre, ils ont peut-être eu la chance de se... Alors, il y a ceux qui se sont dit, il faut que je retrouve du travail tout de suite. Et puis, il y a ceux peut-être, excuse-moi, je tutoie un peu tout le monde. Il n'y a pas de souci. Il y a ceux peut-être comme toi qui se sont dit, voilà une opportunité extraordinaire d'aller voir en moi, de découvrir de nouveaux chemins et de voir si je ne peux pas faire autre chose autrement et peut-être revivre différemment. Voilà. Et il y en a quand même pas mal qui ont fait ça. Donc, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience importantes grâce à la Covid. Et c'est pour ça que Cyrulnik a raison, et je le pense aussi, et toutes les tendances que l'on a aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ne voudront pas changer vont avoir un problème de management. Moi, dans mon cas, alors, c'est peut-être une grosse coïncidence, on va dire, mais j'ai eu mon confinement avant le confinement, parce que j'ai dû partir en Allemagne, et puis je suis parti en gros avec une valise. Normalement, pour 6 mois, ça s'est resté jusqu'à 1 an, donc j'étais vraiment limite. Financièrement, ça a été limite aussi. Mais ce n'est pas ça qui m'a bloqué, je veux dire. Au contraire, ça m'a donné l'opportunité de dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce qu'il y a pour travailler, pour trouver, pour créer, pour me remettre en cause. Et tout d'un coup, le Covid est arrivé, hein, je veux dire. Et puis, quelque part, j'étais prêt. Et maintenant, 1 an après, j'ai changé de métier quasiment, hein, en fait. Donc, pour moi, c'est Oui, il y vraiment a une pas mal de gens opportunité qui ont changé de métier. Enfin, c'est une continuation, mais ce n'est pas du tout ce que je pensais au départ, quoi. Alors, ce que je te suggère dans le monde où nous sommes, c'est que tu puisses raconter ton histoire, soit en vidéo, soit par écrit sous forme d'articles, etc., etc. Parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin d'avoir des exemples et des modèles. Et comme nous ne sommes pas le Messie, nous ne sommes pas des gens qui ont pignon sur rue, dont on parle dans les journaux et autres, bah, nous sommes un peu des monsieur tout le monde. Et le fait d'avoir des exemples de monsieur tout le monde, bah, ça va permettre à d'autres de se dire, bah, s'il l'a fait, peut-être que je suis capable de le faire, et tu peux aider les gens à ouvrir leurs portes. C'est une très bonne idée. Je vais y réfléchir, ouais. En C'est un effet. cadeau que tu peux faire pour renvoyer à l'univers, si j'ose dire, et puis peut-être que ça va t'ouvrir des nouvelles portes. Ah ben oui, Parce que dans pour moi, cette notion de... Non, je t'en prie, allez-y. vas-y. Pour moi, chaque moment est une opportunité, hein. De toute façon, j'ai arrêté des choses, j'en ai créé de nouvelles, et puis regardez, tout simplement, ce soir, on est une quarantaine, c'est ça? C'est potentiellement des nouvelles opportunités qui arrivent, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura Absolument. avec vous, avec Ndaté ou Michel, ou je ne sais pas, ou d'autres, il y aura quelque chose qui va se déclencher. On ne sait jamais. Pour moi, c'est une opportunité. Voilà, c'est vraiment rester curieux, ouvert, Oui, tout à fait. et franchir ce cap de la vulnérabilité. C'est exactement ce que tu viens de faire, en disant, bah, voilà ce qui m'est arrivé, puis voilà comment j'ai réagi, puis voilà où j'en suis. Et puis quand on parle aux autres, bah, tu crées des interactions avec tes datas, et ça va résonner chez les autres qui vont de ce fait pouvoir eux aussi créer de nouveaux flux, de nouveaux Il y a interactions. une chose que je peux déjà dire, c'est qu'au moment où justement où il y avait ce problème de j'ai du mal à le dire. Vulnérabilité. Voilà. En allemand, si tu euh, veux. non, ça va. Ça va être pire. Euh, je me suis dit, mais, je ne peux pas aller plus bas, on va dire, hein. Je ne peux que remonter, donc on y va, hein. Et puis, ben, ça fait peut-être peur, mais après, je me suis dit, et alors? Ça m'a rien coûté, en fait, hein. Tout ce que ça m'a coûté enfin, de m'afficher et de dire, comme je m'affiche là actuellement devant vous, quoi, je veux dire. Voilà, ça me coûte ça.
Donc, je suis un timide aussi, il Bravo. faut dire. Ouais, Donc, bravo. mais voilà, Très bien. Est-ce qu'il y a une justement. autre question? Osez d'autres questions. Oser. Osez, Joséphine. Alors, je veux bien oser poser une question. Bonsoir, je m'appelle Sylvie. Merci infiniment. Bonsoir, Monsieur Renache. Merci infiniment pour cette présentation voilà, qui est au-delà qui m'interpelle énormément. Et j'avais une question pour vous. Vous nous avez mentionné qu'effectivement, vous êtes très intéressé pour mettre tout ceci en pratique auprès des enfants. Donc, vous œuvrez beaucoup près des enfants. Est-ce qu'il y a certaines organisations, institutions que vous connaissez qui effectivement encouragent également de mettre en place ce type de méthode, que ce soit en Amérique du Nord ou alors, j'allais dire qu'il peut y avoir les écoles Steiner, Montessori et compagnie qui sont beaucoup plus proches, effectivement, parce que je les ai étudiées de ce modèle-là, que d'un modèle normatif, c'est clair. Je pense sincèrement que le rôle des parents est fondamental et que malheureusement, nous n'avons pas appris à être des éducateurs ou des pédagogues, ou même parfois de très bons parents, parce qu'il y en a qui répètent des schémas, et parfois ce sont les schémas d'une ou deux générations avant qui ne sont plus du tout adaptés au développement de l'enfant. Donc, en dehors de Steiner et Montessori, je ne connais pas. Moi, j'ai un rêve, mais je ne suis pas un entrepreneur et c'est mon point faible. C'est vraiment de monter une académie ou une école ou je ne sais trop quoi, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, pour cette notion de pédagogie, pour qu'on puisse préparer une nouvelle génération ou recycler la génération actuellement en place pour qu'elle reconnecte ses neurones dans un sens qui lui permette en permanence de rebondir. Et c'est vraiment je pense qu'un jour ou l'autre, une porte s'ouvrira pour qu'on le fasse. Peut-être que je ferai ça avec une entreprise parce que je pense que ça peut être, j'allais dire, une action altruiste, une ambition altruiste pour une entreprise de faire ce genre de choses. Et c'est une façon de faire du marketing ou de la publicité en disant on va créer des écoles. Pourquoi pas? Non, je pense qu'il y a en ce moment 1000 choses à faire. Alors moi, je suis plutôt un créateur, je suis plutôt un chercheur, je suis plutôt quelqu'un qui fait des conférences, qui fait des formations. J'adore livrer la marchandise, comme on dit au Québec, être dans le concret, dans le résultat, aider les gens à se développer. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est un cadeau merveilleux à chaque fois que j'ai une personne qui s'ouvre. Mais je ne suis pas un entrepreneur. Peut-être qu'un jour, je vais rencontrer l'entrepreneur ou l'entrepreneuse avec lequel on pourra construire ça, ou peut-être qu'on s'y mettra à plusieurs, je ne sais pas. On verra. Écoutez, superbe. Je vais suivre. Moi aussi, c'est du sujet qui me touche énormément, donc je vais vous suivre. Merci. Vous êtes où? Pardon? Vous êtes dans quel coin du monde? Alors, à Ferney-Voltaire, qui est une commune frontalière de Genève. Voilà. OK. Proche. Modesta, Merci. vous vouliez intervenir? Oui, je voulais savoir qu'est-ce que vous préconisez comme méthode, une des techniques, qu'est-ce que vous utilisez à part hypnose Ah oui, non, d'abord j'ai un processus. Pour développer votre esprit, pour créativité, pour capacité. Ouais. À titre individuel ou à titre d'une organisation? Les deux. Ah, les deux. Bon, à titre individuel. Alors, de toute façon, si c'est à titre individuel, la première chose que j'enseigne, c'est la curiosité. C'est-à-dire que quand je coach des gens, je leur demande de venir avec un sujet nouveau et même un sujet qu'ils n'aiment pas. Alors, quand je dis venir, ça peut être évidemment en ligne, chaque semaine. Alors, ça peut être l'histoire d'un homme épouvantable, ça peut être des mathématiques, de la physique quantique, de la peinture classique, de la musique moderne, du hard rock ou du métal. Mais on va découvrir ensemble des sujets complètement différents parce que je veux qu'à chaque fois,
cette personne rencontre ses émotions par rapport à ces sujets-là, parce que ça va réveiller des choses, ça va permettre de nettoyer ensuite. Donc moi, j'utilise un petit appareil en médecine quantique et j'utilise les signatures fréquentielles avec une collègue qui est à Nyon et j'utilise l'hypnose ericksonienne pour pouvoir permettre à l'individu de se libérer. Maintenant, si c'est au niveau de l'organisation, c'est complètement différent. Déjà, je vais regarder dans quel état est l'organisation, comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle est du type commande-contrôle? Est-ce qu'elle est du type un peu laxiste? Est-ce qu'elle est du type hyper créative, etc., etc. Et à partir de là, on va mettre en place une stratégie pédagogique. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une stratégie de marketing, de chiffre d'affaires, etc. On va mettre en place une stratégie pédagogique qui va leur permettre de passer d'un mode de management, et là je m'appuie sur les managers, et je prends tous les managers volontaires qui veulent, je les forme à ma méthode. Parce que mon but, ce n'est pas de rester dans les entreprises ad vitam aeternam, ni d'avoir 50 consultants, parce qu'en plus, je ne suis pas entrepreneur, donc il faudrait que je trouve quelqu'un qui manage tout ça. Mais j'ai 2-3 personnes avec lesquelles je travaille en permanence, mais ça s'arrête là. Et le but, c'est vraiment de former les managers à la méthode pour qu'en permanence, ils développent la culture, ils développent les valeurs, ils développent la posture de l'entreprise et des personnes. Et moi, je reviens une fois par mois, une fois tous les 3 semaines, et on fait le point ensemble sur les évolutions et sur le résultat en termes de chiffre d'affaires. Parce que immédiatement, chez la plupart des clients chez lesquels je suis passé, il y a un changement énergétique qui s'opère et il y a des clients qui arrivent, il y a des clients qui sont très contents, il y a des clients qui deviennent des ambassadeurs, il y a la fierté d'appartenance qui aussi passe à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, chez Chanel, la fierté d'appartenance fait que dans certains coins de France, notamment le sud de la Picardie, dans l'Oise, où ils ont leurs 3 usines, ben les gens sont tellement fiers de travailler pour Chanel, il y a une telle ambiance positive que c'est l'endroit où, au centimètre carré, ils vendent le plus de Chanel. Alors qu'en fait, toutes les 3 usines confondues, ça doit faire 600 à 700 personnes sur un territoire petit, qu'ils ont tous accès à des produits Chanel à 50%. Ils pourraient, à l'époque, ils avaient le droit à 1000 francs français de produits par mois, donc ils pourraient faire du commerce et on pourrait se dire les parfumeries du coin ne vendront rien. Mais non, pas du tout, parce qu'ils deviennent de vrais ambassadeurs. J'ai refait ça chez AXA. À une époque, j'ai travaillé avec toute l'équipe de Claude Bébéard sur les cadres à haut potentiel chez AXA. Et il y avait une telle fierté, il y avait une telle culture d'entreprise grâce à ce modèle que je n'avais pas modélisé à l'époque. Mais intuitivement, j'étais déjà dans ce sens-là, c'était juste avant de partir au Canada. Et il y avait une telle force, une telle fierté, une telle appartenance que même ceux qui étaient rachetés par la concurrence à 20 ou 30% plus cher au niveau salaire, quand ils rentraient chez la concurrence, souvent ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait un choc de culture. Donc comment je le mets en place? Ce que je recommande, j'apprends. Ce que je recommande avant tout, c'est cette notion de curiosité, d'ouverture d'esprit, de travail d'équipe, de partage, de vulnérabilité et surtout d'aider les gens à quitter peut-être une espèce de honte qu'il peut avoir. Et vous allez voir que rien que ça débloque énormément les équipes. Quelqu'un d'autre veut intervenir, témoigner? Allô? Oui, volontiers. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, merci. J'ai assisté à une bonne partie de cette présentation qui a suscité un bon intérêt de ma part. Je suis Étienne, comme mon nom apparaît. Bon, j'ai écrit une question et peut-être j'ai la possibilité de la poser actuellement. L'un des slides parlait de multicompétences et de symbiose des talents. Et pour l'introduire, on a parlé de Gutenberg et des consorts du temps des temps anciens. Et avant ça, on a dit que la technologie et la créativité. Bon, en ces temps-là, on peut comprendre que ces personnes, le stock de connaissances n'était pas encore abondant. Il était vraiment aisé de passer de la médecine à la philosophie, à l'astronomie, à la mathématique et ainsi. Mais aujourd'hui, il y avait que les champs de discipline qui s'élargissent de plus en plus. Nous avons un enseignant qui nous a dit qu'à force de chercher à connaître un peu de tout, finalement, on va connaître tout de rien.
C'est ce qu'il appelait un érudit. Bon, ça, c'est la première question que j'avais. Et une autre question aussi, vous avez parlé des résultats humains. Les résultats humains, vous avez évoqué deux thèmes que j'ai captés, je n'ai pas capté tous les autres. L'absentéisme, le présentéisme, et vous avez aussi parlé des maladies et consorts. Bon, j'ai noté ce que j'ai pu Oui, noter. absolument. Voilà. J'aimerais avoir une concrétisation de comment est-ce qu'on mesure un élément de mesure quantitatif ou même qualitatif, n'importe comment, mais comment est-ce qu'on mesure. Et pour moi qui suis data, si on peut avoir une liste de peut-être même 10 items qui puissent vraiment donner un visage à ce qu'on appellera résultat humain, pour être concret. Merci. Résultat humain, donc on peut le mesurer parce que ça coûte et puis on peut le mesurer parce que ça rapporte. Parce que ça coûte, eh bien, on peut mesurer le résultat par l'absentéisme, le présentéisme, les accidents du travail, les conflits. Alors, dans les conflits, à une époque, parce que là, ça a un peu changé ces derniers temps, mais on mettait le temps qu'on passe à régler les conflits. On peut aller, dans certaines entreprises, ils sont allés jusqu'à mettre ce qu'on appelle au Québec les pieds carrés, les mètres carrés qu'on utilise en salle de réunion pour régler des conflits et pour des affaires qui n'en valent pas la peine. Tout ça, ce sont des coûts qu'il est important de prendre en considération. Mais on a aussi des gains. Ensuite, il y a toute la partie prévention-maintenance. Alors, Michel est plus affûté que moi sur toute cette partie-là. Mais quand vous avez le nombre d'accidents ou d'erreurs de maintenance et de casse-machines qui sont dus au fait que le champ de conscience des individus n'est pas suffisamment développé, ça représente dans les systèmes de production des millions chaque année. Alors que lorsque les gens sont justement très ouverts, qu'ils ont du cœur et de l'âme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils entretiennent, ils font de la maintenance préventive. Ils anticipent. On a même vu des choses, moi j'ai vu dans les usines, parce que j'ai travaillé pour Castrol au niveau lubrification industrielle, et j'ai vu dans des usines des gens qui avaient tellement le cœur à l'ouvrage qu'ils inventaient des systèmes pour améliorer la performance des machines. Et si je reprends sur... alors là, j'ai à peu près répondu sur la première partie de votre question. Maintenant, quand ton professeur te dit... quand ton professeur te dit, quand on s'intéresse à tout, on finit par savoir un peu de tout et pas trop de l'essentiel, c'est pas parce qu'on fait peut-être un doctorat en mathématiques ou une licence en mécanique des fluides ou des choses de genre qu'on ne peut pas s'intéresser au reste. Et je m'aperçois dans les entreprises que les meilleurs managers sont en général des gens qui ont fait philo et qui en général ont des passions artistique à côté. Ce qui fait que dans le recrutement, moi je ne fais pas de recrutement, j'accompagne de temps en temps certains clients à recruter, mais ce qui nous intéresse en management, ce ne sont pas forcément un diplôme d'HEC Polytechnique, mais ce sont des gens qui ont des passions artistiques à côté. Et quand je dis s'intéresser à de multiples choses, on peut être à 60% sur son métier, mais je veux dire, la vie professionnelle, ce n'est pas 24 heures sur 24. Et le cerveau a besoin de décompenser et de faire autre chose à côté. Faute de quoi, un jour ou l'autre, vous allez péter un câble. Donc, et je peux vous dire que les plus grandes trouvailles, les plus grandes richesses, si vous lisez la vie des grands créateurs, ils ne les ont pas eues en faisant leur métier à 100%. Ils les ont, comme je le disais, sous leur douche, en dormant, en allant jouer au golf, en lisant des bandes dessinées, en faisant de la musique, en faisant de la peinture, subitement, ils ont une idée. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc, parce qu'au niveau psychoneurologique, vous allez avoir une richesse extraordinaire. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait passer 5 doctorats, un en chimie, un en astronomie, un en médecine, un en musique, parce que ça n'a pas de bon sens. Il faut quand même vivre de préférence sur sa passion, sur ce qui nous intéresse dans les meilleures conditions possibles. Didier, il y a encore une... Oui. Didier, il y a encore une question. Mais faites donc. Qui dit la chose suivante. Alors, j'y retourne rapidement pour ne pas
dévoyer le message. Quels sont les outils de pilotage propres à la symbiocratie? C'est une réponse qui est très simple en fait. Moi, j'utilise des outils qui sont dans l'entreprise aujourd'hui. Par exemple, je vais prendre les descriptions de métiers ou descriptions de postes qui existent, dans lesquelles on va rentrer les comportements liés aux valeurs, par exemple. Bon. Dans les entretiens d'évaluation mensuels, semestriels ou les entretiens de performance, ça dépend des pays et des entreprises, et bien là, c'est pareil. On va mesurer les performances, on va voir en termes de qualité, de comportement, de posture, de créativité, de partage d'informations. Et là, je vais rentrer des items qui sont complètement différents de ce que je ne sais pas pour ça que je vais en retirer d'autres, mais je vais en rentrer des nouveaux pour amener les gens à évoluer. C'est-à-dire que je vais rentrer dans les processus qui existent à l'heure actuelle des items qui vont permettre de développer cette notion de symbiocratie, c'est-à-dire de partage, d'échange de talents. C'est aussi simple que ça. Alors, je suis obligé de m'adapter. Il y a des entreprises qui sont très bien équipées en termes de description de poste, en termes de contrat même, en termes d'entretien d'évaluation, en termes de revues, les revues commerciales, on appelle ça revue de pactage, etc. J'ai beaucoup travaillé avec les managers et les commerciaux. Donc, et c'est de voir, à partir d'une question de base, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que tu réussisses? Et en fait, on va rentrer dans le processus tous les qu'est-ce que je peux faire pour que tu réussisses. Donc après, ça dépend des processus, mais le principe de base, il est là. Alors, évidemment, dans une entreprise de grande distribution, dans une entreprise de produits de luxe ou dans une entreprise d'assurance ou dans une banque, parce que j'ai travaillé pour UCB Paribas, par exemple, sur la vente du crédit immobilier, eh ben, c'est sûr qu'on a à chaque fois des facteurs spécifiques et je prends en considération aussi le marché. Qu'est-ce que les clients attendent de nous aujourd'hui? Quelles sont les tendances lourdes? Quels sont les signaux faibles? Et comment on va aller capter ces parts de marché en changeant nos comportements, nos façons de faire, nos façons de penser? Et comment je vais introduire tout ça dans les processus et les outils de l'entreprise? On ne peut pas déstabiliser une entreprise qui a des habitudes et certains outils. On va juste rentrer petit à petit un certain nombre d'informations pour qu'il y ait une évolution qui s'opère. Mais ça prend 2-3 ans. Hein. Donc, c'est pour ça que les jeunes entreprises, les jeunes pousses, aujourd'hui, sont super bien équipés pour prendre des parts de marché. C'est la même chose qu'entre un hors-bord et un paquebot. Hein. Pour sortir du port, le hors-bord va faire plus vite que le paquebot. C'est clair. Très bien, je vais prendre les questions les plus votées. Il y en a une qui a 3 votes. Nous, ce qu'on connaît en fait dans les projets, c'est le change management. En quoi votre méthode est différente du change management tel qu'on l'apprend, la gestion du changement, tel qu'on l'apprend et l'applique dans les projets? Alors, je dirais que par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que j'ai appris et ce que je connais, c'est que moi, je travaille beaucoup plus sur le mental que sur la procédure ou le processus, ou la mécanique, on va dire. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans la préparation mentale du changement que dans le change management pur en tant que process. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je travaille aussi avec des gens qui font du change management, parce qu'ils m'expliquent où ils veulent aller, et en fait, je leur permets d'accélérer ou de fluidifier le système en termes de change management. Très bien, excellent. Il y a une question au sujet du design thinking. Est-ce que tu connais cette méthode? Sinon, ça va être… Oui, j'ai même un membre… Alors moi, je ne la connais pas très très bien, mais si vous allez sur mon site symbiocratie.com, vous allez voir, j'ai un petit génie du design thinking qui est à l'Université de Bourgogne, donc pas très loin non plus, et qui travaille là-dessus. Donc je l'ai suivi là-dessus, il m'a aidé là-dessus. Donc j'ai un membre de l'équipe qui est parfaitement adapté et qui me donne un coup de main quand c'est besoin. Parce que la question, c'est pensez-vous que c'est un bon moyen, donc le design thinking, d'intégrer, d'expérimenter la symbiocratie? Je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner à ce sujet, quelqu'un qui a l'air de bien connaître le design thinking. Petit coup de pub, il y aura un atelier design thinking dans notre atelier, dans notre mois de l'innovation. Mais voilà, quelqu'un veut intervenir par rapport à ça? Ça lui résonnait?
j'ai pas le nom de. Voilà, alors peut-être Didier, pensez-vous que c'est un bon moyen d'intégrer, d'expérimenter la symbiocratie? Peut-être, oui, peut-être ça peut être intéressant effectivement de le faire. Et il faudrait que j'en parle avec mon collègue ou peut-être que s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui se trouve sur le territoire helvétique qui a envie qu'on se rencontre et qu'on en discute parce qu'il connaît bien le design thinking, ben, je ne suis pas contre, au contraire. Tout ce qui peut amener les personnes et les organisations à rebondir et à s'en sortir rapidement, ben, je suis preneur. Michel, est-ce que tu veux prendre une question? Oh, Oui, volontiers. Qui veut s'exprimer? C'était toi, Michel? Étienne. Ah, Étienne, volontiers. Oui, j'ai entendu parler de design thinking. Alors, par coïncidence, vraiment, c'est une pure coïncidence, je venais de conclure une formation sur le site web disasterready.org. J'ai fait une formation d'environ 28 minutes en design thinking et je peux dire effectivement qu'il y a des recoupements entre la symbiocratie que j'ai appris aujourd'hui et ce que j'ai appris dans le design thinking. Malheureusement, les captures d'écran que j'ai faites lors de cette formation, je viens de les perdre parce qu'il fallait naviguer entre le Zoom et ainsi de suite. De même que les captures d'écran que j'ai faites sur la symbiocratie, je les ai aussi perdues. Bon, mais je sais quand même qu'il y a vraiment il y a de la similitude entre les deux. Vous? Alors, ne t'inquiète pas pour les captures d'écran Symbiocratie, parce qu'il va y avoir un replay qui va être mis en ligne. Donc, tu pourras le revoir, refaire des captures d'écran. Et puis, si vraiment il y en a qui veulent avoir le support et autres, alors ça passe par un café, ça passe par une rencontre. Parce que moi, en ce moment, j'ai besoin de rencontrer du monde. Je passe 3-4 heures par jour derrière mon écran. Et comme en Suisse, on a Parce qu'en encore le Afrique, droit. Comment? Oui, t'es où en Afrique? Cameroun, Ah, au Cameroun. Bon, c'est parce que j'ai un correspondant au Bénin qui a déjà pas mal de documentation. Mais c'est pas grave. Euh, reprends contact avec moi par mon WhatsApp et puis on va trouver un moyen de te donner un coup de main. Modesta, tu alors voulais. je précise, c'est disasterready.org pour ceux qui veulent avoir une idée sur le design thinking. Il y a des formations qui sont proposées. Vous? Oui, alors suivez aussi Jennifer. On avait fait 2 soirées l'année passée sur Design Thinking dans un atelier pratique. Et au mois de juin, il y aura voilà, encore une soirée. Formidable. Ouais. Modesta, tu voulais intervenir. J'ai vu que tu as levé la main. Ou quelqu'un d'autre. Sinon, on va peut-être prendre une prochaine question. On parle beaucoup d'intelligence collective et aussi d'intelligence émotionnelle, mais je pense qu'on parle d'intelligence cognitive et aussi d'intelligence émotionnelle et pas assez d'émotion collective. Un sentiment là-dessus, l'émotion collective versus l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça te parle, Alors, Didier? pour moi, l'intelligence collective, elle est induite dans mon modèle hein, parce qu'à partir du moment où j'élève le niveau de conscience des individus, ils sont tous plus ou moins connectés. Et de ce fait, il y a une dynamique collective et une intelligence collective qui se développe. Je parle d'intelligence émotionnelle, c'est induit aussi à l'intérieur. J'ai beaucoup travaillé sur les travaux de Goldman. Et puis, j'ai travaillé aussi avec Estelle Morin, qui est la grande spécialiste au Canada à HEC Montréal. J'ai travaillé avec elle pendant 2-3 ans sur cette notion d'intelligence émotionnelle. Alors, il ne faut pas non plus en faire, j'allais dire, une clé. Il y a plein d'autres paramètres qu'il faut prendre en considération. On ne peut pas se focuser que sur le développement de l'intelligence émotionnelle ou que sur le développement de l'intelligence collective. C'est vraiment un équilibre. C'est pour ça que mon dessin sur le fonctionnement du cerveau est important parce qu'on a repris les zones cérébrales qui correspondent en fait au fonctionnement d'une entreprise. Et ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'il faut que tout fonctionne en complémentarité. Voilà. Alors, et au niveau de alors, quel était le troisième point? Il y avait l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle. Et puis, donc, ce qu'on a mis là sur le dessin, c'est qu'en fait, on a repris les fonctionnalités qu'on retrouve dans l'entreprise
par rapport aux zones qui correspondent plus ou moins dans le cerveau. Alors évidemment, tout est induit. Moi, ce que j'essaye, c'est de faire une synthèse qui permette ensuite, et justement en fonction de la situation des entreprises, d'utiliser peut-être un peu plus tel ou tel outil, de se focaliser un peu plus sur tel ou tel comportement, ou sur telle ou telle valeur, ou sur telle ou telle, j'allais dire, capacité. Parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent peut-être trop d'un côté ou de l'autre, mais il y en a quand même pas mal, surtout dans les TPE, PME, qui fonctionnent de façon assez équilibrée. Et il suffit peut-être de remettre le doigt, de régler le système, un peu comme on va réaccorder un piano pour que ça fonctionne. C'est très souvent dans les TPE, PME une question de détail, en fait. Moi, ça m'arrive très souvent d'intervenir, allez, une journée, une demi-journée, et puis peut-être encore une demi-journée un peu plus tard. Mais il y a une intelligence collective presque naturelle dans une TPE ou une PME. Merci, merci beaucoup. Alors, dernière occasion pour intervenir. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Je vous invite à donner une évaluation de la soirée. Pour l'instant, on en a 3. Je vais la partager très volontiers avec... Alors, j'arrête mon partage et je te rends. Oui. Hop. Voilà. Afficher. Moi, j'ai peut-être une petite question. Volontiers. Donc, je suis Franck. Par rapport à votre postulat de départ que le monde allait profondément changer avec la crise du Covid, j'avais l'impression qu'il y avait eu beaucoup de changements dans les dernières années antérieures, notamment avec la mondialisation, et qu'au contraire, il semblait que le Covid avait une tendance à vouloir revenir en arrière sur notamment les échanges, etc. Et donc, je n'avais pas l'impression que ça soit forcément un tremplin vers un renouveau, mais plutôt peut-être un retour en arrière que je reprends de part et d'autre. Bah, oui, ça dépend comment on l'interprète et on l'évoque. Il n'y aura pas de retour en arrière sur le plan mental. Il y a un choc. Il y a un choc et les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, ils doivent se nourrir de relations, ils doivent se nourrir de sens, ils doivent se nourrir de cœur, d'âme et de partage et de symbiocratie, enfin de symbiose. C'est-à-dire que la définition de la symbiose, c'est quand deux espèces hétérospécifiques se rassemblent pour créer ensemble des bénéfices mutuels et réciproques. Et donc ça, je pense qu'il y a une énorme cicatrice du fait de l'isolement, du fait, alors pour ceux qui sont en France, c'est peut-être encore pire que ceux qui sont en Suisse, mais il y a cette énorme cicatrice ne va pas disparaître. Donc les gens ont appris maintenant à travailler à distance, ont appris à utiliser les outils digitaux. Les commerces de détail sont impactés. On va assister à des faillites absolument phénoménaux. Et il va y avoir des gens qui vont se retrouver sur la paille. Et tout ça, ça va faire que du coup, on va... Alors peut-être que cette notion de solidarité ou d'échange qui est derrière tes propos, Franck, si j'entends ton discours, on va effectivement, ça peut sembler être un retour en arrière parce que c'est ce qui se faisait du temps de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Chacun trouve un peu des boucs émissaires et disons que le sens de l'économie et de la société n'est pas toujours un progrès. Donc c'est aussi le ressenti des gens et c'est qui amène des changements. Mais on ne va pas tout le temps vers un progrès quoi, dans la vie. Donc il peut y avoir du bon et du mauvais dans le progrès et je ne sais pas ce qu'on va choisir quoi, et qu'est-ce qui sera la tendance. Mais moi, je pense qu'en termes de valeurs et de comportement, si tu appelles ça revenir en arrière, je dirais on reviendra pour beaucoup à des fondamentaux humains. Comme ça s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des pandémies, à chaque fois que ce fut la peste, la guerre ou n'importe quoi, les humains ont besoin de ça pour se reconnecter et s'entraider. Sinon, effectivement, dans l'autre sens, si je partage tes propos, il y a non pas une individuation, mais un individualisme et parfois exacerbé qui se développe parce qu'on part du principe et on ne regarde pas que les gens peuvent effectivement
qu'il y a des gens qui souffrent. Donc, il y a un retour à des fondamentaux humains. Ça, c'est clair. Si c'est ça que tu appelles revenir en arrière, je suis complètement… Non. L'idée, c'est que alors, je ne sais pas si c'est un retour en arrière, mais disons que il peut y avoir des attitudes un peu radicales par rapport à ce qui se passe. Ah, oui. Et donc, on ne sait pas vers quoi la tendance va s'orienter. C'est un peu comme les régimes politiques où on voit des régimes qui sont de plus en plus autoritaires par rapport à la démocratie qui semble en perte de vitesse. Bon, il y a pas mal de choses qui se passent et puis on ne sait pas comment le monde va réagir de tout ça et voilà, c'est un petit peu tout ça. Là, on a deux tendances claires, c'est que les gens sont conscients qu'il y a une mise en place d'une perte de liberté et ça leur fait extrêmement peur. Et l'une des premières réactions pour ceux qui ont plus ou moins les moyens, c'est de partir habiter à la campagne en pensant qu'on va pouvoir s'isoler et travailler à distance. Et on le voit si on regarde les chiffres de vente, achat-vente au niveau immobilier, etc., etc., si on le voit au niveau des déplacements et autres. Donc, les gens se disent, quitte à être en dictature, je vais habiter la campagne, je travaillerai à distance. Je fais une synthèse, hein, mais… Oui, sans parler peut-être de système politique, hein, je me demande si Franck ne veut pas évoquer aussi le fait que on a pris conscience qu'il y avait un certain nombre de produits essentiels dont on ne maîtrisait plus la fabrication, et donc il est question de réindustrialiser des pays de l'Europe de l'Ouest par rapport au mouvement inverse qu'il y a eu pendant 20, 30 ou 40 ans vers la Chine et qui a lieu maintenant vers l'Afrique. Et peut-être aussi le fait que les gens ont repris conscience d'une certaine qualité de la nourriture, par exemple, et donc ont envie plus d'acheter en local leurs fruits et légumes en click and collect plutôt que d'aller visiter des grands magasins, et je fais exprès de ne pas citer de grandes marques. Okay. Peut-être que c'était ça aussi, Franck, ce que vous aviez en tête. Oui, non, voilà, je sais pas si la crise amène forcément un progrès, quoi. Après, il peut y avoir d'un seul coup une envie de faire la fête, peut-être après le Covid, qui va s'exprimer pendant quelques temps. Et puis, il va y avoir un peu comme des années folles, et puis ça va retomber de nouveau. Enfin, il y a des cycles. Oui. On va s'arrêter maintenant, sinon la conversation va nous emmener jusqu'à 3 heures du matin. En fait, 20h30 pile. On avait dit qu'on se terminait à 20h30. C'est très intéressant. Mais merci Michel. Je vais juste vous projeter en fait le résultat de vos évaluations. Je crois qu'il y en a eu 5 à l'heure actuelle, mais vous pouvez les voir ici, hein, le résultat. Je vous ai mis même le lien pour afficher le résultat, 4,2 moyenne, 6, oh là là, ça remonte, merci pour celui qui vient. C'est très très positif. Je vais pousser ma petite caméra là. Voilà, une intervention alors, carrément 5 sur 5, une intervention très intéressante et qui donne à réfléchir sur comment construire un futur humainement durable. Encore un 5, en toute quiétude, en lien avec mes propres valeurs, mes aspirations professionnelles et personnelles, me réjouis de prendre contact avec M. Reinhardt dans un futur proche. Après, note 4, partage enrichissant et d'une belle humanité. J'aime beaucoup cette idée de retrouver l'équilibre du cerveau en redéveloppant le cerveau droit. Encore 4, présentation intéressante de bon point de vue avec de bons concepts et pour moi une intervention humaine. Encore 4, moments très agréables et très riches. Je me suis retrouvé dans vos propos. Cette crise sanitaire m'a permis de me remettre en question. Vos propos donnent envie d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras. Tout est possible. Et le dernier, thématique intéressante et d'actualité avec un animateur passionné et passionnant, même si je reste sceptique sur le discours, rien ne sera plus comme avant. Et sur la symbiose universelle, la société est de plus en plus violente et fracturée. Voilà, je remets à jour. Est-ce qu'il y a une… Oui, c'est vrai que sur la société, ça c'est parce que nous sommes en fin de cycle et à chaque fin de cycle, il y a de la violence et des fractures. Parce qu'on a des gens qui ne se comprennent plus, qui ne s'entendent plus. Déjà, entre ceux que l'on traite de complotistes ou de réalistes ou de rassuristes. Et puis, donc déjà ça, il y a des amis qui se brouillent, il y a des familles entières qui s'engueulent, rien que là-dessus. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle. Extra. Merci beaucoup Didier.
pour cette… Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir intervenu, mais spécialement à Michel qui a préparé l'introduction, qui a co-animé avec soi à refaire. Merci de ton invitation, Claude. Mais c'est un plaisir. Et puis, je vous projette la prochaine soirée, on va changer de thématique, puisque là, on va aller vers voilà, comment attirer les nouveaux clients sur les réseaux sociaux en tant que consultant avec Michel Stoukoff. Ce sera le mardi 9 mars. Vous voyez, il paraît qu'on est 1 250 000 consultants sur LinkedIn. Hein. Donc, il faut bien arriver à se distinguer, là, comme on voit avec le petit cube vert. Et puis, il nous dit, grosso modo, hein, je ne les connais pas, hein, qu'il va nous dévoiler les 4 piliers d'une présence méthodique et structurée sur les réseaux sociaux. Forcément, nous, ça nous intéresse aussi à IBA Geneva, parce qu'on veut avoir de la visibilité et peut-être vous aussi. Donc, voilà, rendez-vous le 9 mars pour la prochaine soirée de IBA. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir, bonne nuit.